Commencer par le 1er mai, si vous le voulez bien, le bilan des interpellations, des gardes à vue qui ont été menées ce jour-ci, où on sait qu'il y a eu énormément de violences, que ce soit à Paris ou en région. Et il y avait évidemment un bilan assez intéressant à faire sur le nombre de comparutions immédiates et le nombre de sanctions à la clé. Explication, Corentin Brio. Des manifestants qui comparaissaient devant le tribunal. À Lyon, 66 personnes ont été interpellées après la mobilisation du 1er mai. Beaucoup sont des jeunes au profil non violent, sans casier judiciaire et inconnus des services de police. Parmi ces jeunes, au profil non violent, 4 étudiants. Ils ont été condamnés hier à de la prison avec sursis, des peines allant de 3 à 8 mois. Autre profil, un Algérien de 24 ans en situation irrégulière. Il a été condamné à 7 mois de prison avec sursis pour jet de projectiles et insultes contre des policiers. À Paris, suite à la manifestation du 1er mai, sur 281 gardes à vue, 129 ont été classés sans suite. De son côté, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé sa volonté de proposer une nouvelle loi anti-casseurs. Moi, je pense personnellement qu'il faut évidemment revenir sur l'ouvrage avec la loi anti-casseurs qui a été proposée par M. Retailleau à l'époque. Qu'est-ce qui était bien dans cette loi alors ? C'est l'idée en fait d'appliquer aux manifestations ce que nous appliquons aux matchs de football. Quand vous avez des hooligans dont l'idée n'est pas de venir supporter un match de football, mais de bien de casser des personnes, de casser le bien public, aujourd'hui on interdit. Il y a des décisions judiciaires, des décisions administratives pour empêcher le hooligan que l'on connaît comme étant un hooligan de ne plus aller dans un stade de football. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a également déclaré vouloir réfléchir et travailler avec le ministre de l'Intérieur au sujet de cette loi anti-casseurs. Louis de Ragnel, la moitié de ces comparutions qui se soldent par des classements sans suite, est-ce que c'est encore une fois un permis de casser que l'on délivre à ceux qui ont été interpellés et dans lesquels on n'a pas pu prouver les agissements? Alors qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, à tous ceux qui crient à l'État policier, ça montre, il y a une certitude, une évidence, c'est que si la police n'a rien contre vous, eh bien vous êtes libéré, vous n'êtes pas présenté à un juge, et de ce point de vue-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le deuxième élément, c'est la difficulté pour les policiers à judiciariser, à apporter des preuves, à matérialiser le fait que la personne qu'ils ont en face d'eux, ils ont la capacité à dire, voilà, nous on sait avec certitude que cette personne a envoyé un pavé sur un policier. La difficulté vient du fait qu'il y a beaucoup de ces personnes qui ont parfois plusieurs couches de vêtements sur eux. C'est une technique des Black Blocs d'ailleurs. Et donc ils enlèvent plusieurs couches. Et parfois, quand on a une image, par exemple, de vidéosurveillance, eh bien la personne dit, bah regardez, là sur la photo, vous avez quelqu'un avec un t-shirt rouge. Moi, j'ai un t-shirt jaune, vous pouvez le voir là. Eh bien, donc, ce n'est pas moi. Et très rapidement, en fait, ça fait casser la procédure. Il se change pendant la manif. Exactement. Et du coup, la garde à vue est levée. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, parce que là, on se focalise sur cette manifestation. Globalement, dans toutes les manifestations, ça se passe à peu près de la même manière. Les policiers interpellent des personnes comme ça, en flagrance. Eux-mêmes sont en train de faire une opération de maintien de l'ordre. Je le rappelle, ils sont là d'abord et avant tout pour protéger les manifestants. Ils sont pas là. Non, mais en fait, leur première mission, c'est pas d'interpeller des casseurs, c'est de protéger, garantir la liberté de manifester. Et donc, quand ils interpellent des personnes, parfois, voilà, tout va très vite et c'est très difficile de sortir son petit calepin et de dire voilà, alors lui, il a été arrêté à 14h17, il est en train de faire ci, ça, cela. Non, parce que eux-mêmes, les policiers, souvent, s'en prennent tellement plein la figure qu'ils n'ont pas le temps. Donc, c'est vrai que quand j'entends certaines personnes dire que les procédures sont bâclées, dire qu'il y a eu des interpellations un peu dans le tas avec des gens qui n'avaient rien fait. Oui, non, mais il y a certainement des personnes qui n'ont pas commis de violence, qui ont été interpellées, mais d'ailleurs elles ont été immédiatement relâchées. Mais il y a aussi beaucoup de gens, des petits malins, qui ont eu beaucoup de chance, qui devaient être condamnés, qui sont passés entre les mailles du filet. Maître Haddad, est-ce que vous êtes avocat, donc évidemment, les procédures, il y a souvent des biais. Vous arrivez à faire libérer certains clients? Ah bah souvent, oui. Parce qu'il manque quoi, des preuves? Alors d'abord, il manque des preuves. Deuxièmement, il manque des identifications. Et troisièmement, il reste aujourd'hui une appréciation souveraine des juges sur lesquels on n'a pas fixé de peine plancher pour un certain nombre de personnes qui sont dangereuses. Et deuxièmement, sur lesquels les textes qui sont donnés ne sont pas assez sévères. Les juges jouent avec les règles du jeu judiciaire. Donc si on fait basculer les règles vers quelque chose de plus sévère ou on contraint à des peines planchers, ce sera plus facile. Deuxièmement, on voit bien que là, depuis plusieurs semaines, les manifestants qui sont casseurs considèrent maintenant que le monopole de la violence légitime qui était réservé à la police leur appartient. C'est assez intéressant comme renversement. C'est-à-dire que d'habitude, c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime et eux qui considèrent que leur cause est plus importante que celle de l'État. Et donc, en vertu de quoi, ils se croient autorisés à casser, mais pas seulement du flic, ils se croient autorisés à casser aussi, on n'en parle pas assez, des petits commerçants. Moi, je suis sidéré de voir comment, depuis des mois, on s'habitue tranquillement que dans toutes nos villes moyennes, le vendredi soir, on dresse
des pans de bois pour éviter qu'on défonce des magasins. Je veux dire, Vous avez raison. et on pourra m'expliquer quelle est la violence systémique de quelqu'un qui est épicier et qui se fait défoncer son magasin tous les samedis. Moi, il y a un truc que je comprends pas là. Éric Nolot. Tout se résume à un mot, c'est impunité. Puisqu'on risque à peu près rien, on peut se donner un frisson révolutionnaire à bon compte, puisqu'il est à peu près impossible d'établir les faits, et puis il est même très très improbable de se faire serrer. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est ça se nourrit un peu des discours dans l'air du temps qui sont portés par M. Mélenchon et ses amis, puisque en fait... la violence est légitimée par ces gens à longueur de journée. Ils sont sortis, à mon sens, en tout cas, ça n'engage que moi, mais du champ républicain. Ce sont des messages qui sont très, très bien entendus par les manifestants, qui pensent que tous les coups sont permis, que maintenant, c'est pas la peine de contester légalement. Si, on peut continuer à contester légalement des réformes, mais on peut les contester également par la violence. Après, je pense qu'il y a aussi parmi les manifestants des gens qui sont là pour la violence, sans même avoir rien à faire de la réforme, ni même d'autre chose. François Pupponi, une responsabilité politique dans cette montée de la violence. Bien sûr, parce que quand il y a un groupe comme la NUPES, l'Assemblée nationale, qui est un groupe important, qui dit on a perdu dans l'hémicycle parce que vos institutions n'existent plus, et donc on va gagner dans la rue, et allez-y, prenez le pouvoir dans la rue, il donne un blanc-seing à des gens qui viennent pour casser. Et quand en plus, ils ne condamnent pas, y compris lorsqu'un policier se fait immoler par le feu, ils ne condamnent pas ceux qui ont fait ça, c'est qu'ils disent, écoutez, après tout, ils ont dit, c'est la faute à Darmanin si le policier s'est fait voler par les feux. Donc, ils justifient la violence, ils l'encouragent, ils la justifient. Ce qui est insupportable. Alors, c'est vrai que la seule manière d'empêcher cette violence-là, c'est, alors on va appeler ça, peut-être dire un gros mot devant Maître Jonas, Haddad, mais c'est l'interpellation préventive. Alors, bordé juridiquement. C'est-à-dire parce que ça a été déjà retoqué par le Conseil constitutionnel. Parce que c'était le préfet qui disait vous n'avez pas le droit de manifester. Oui, mais c'est pas la même chose que les hooligans. Le parallèle tout à l'heure, je suis désolé, mais qui a été donné par Gérald Darmanin. Maintenant, la différence, c'est que le hooligan, il n'y a pas de liberté de manifester dans un stade. Mais là, on a quand même le droit de manifester pour un truc politique. Il ne vient pas manifester, il vient essayer de tuer du flic. Non, mais au début, en fait, il faudrait que ce soit une réponse judiciaire. Mais au début, une interdiction à vie de manifester dès lors que vous avez été condamné. Mais un élu qui a été condamné pour corruption, il est inéligible. Non mais en fait, il pourrait crier, tout le monde, personne ne dit c'est horrible, il peut plus être éligible pour un temps. Oui, mais dans sa vie. Mais si vous voulez, on peut faire à 5 ans d'interdiction de manifester pendant 5 ans. Moi, ce que je déplore, c'est que le droit existant permet d'empêcher, d'interdire des gens de manifester. On l'a vu pour quelqu'un qui a été interpellé à Lyon. Le drame, c'est que situation irrégulière. Il n'a pas de la justice ne prononce jamais, quasiment jamais. Et il manifestait contre la réforme de la retraite. Ils ne viennent pas pour manifester. En fait, on ne les prive pas d'une liberté fondamentale, puisqu'on ne l'exerce pas, en fait. Mais ils ne l'exercent pas, parce que si vous voulez manifester pacifiquement, ce serait pacifique. Je pense qu'il n'y a pas juste des gens qui viennent pour Alors, un dernier mot, parce que vous parlez tous en même temps. C'est qu'aujourd'hui, la manifestation, elle peut prendre plusieurs formes. Est-ce que, par exemple, si vous disiez à quelqu'un de manifester dans la rue, vous l'interdisez aussi de faire des tweets ? Non mais c'est une vraie question. La vraie question, c'est Black Bloc. Ils sont connus par les services de police. Mais ce ne sont pas que des Black Blocs. Il y a des gens aussi qui sont des gens. Vous êtes 4 personnes qui ont interpellé. Mais parlons déjà de cela, parce que ceux qui s'agrègent au Black Bloc, ils s'agrègent parce que les Black Blocs commencent. Sinon, ils n'iraient pas. Je pense qu'ils n'ont pas le courage d'y aller. Mais les Black Blocs, ils sont connus par la police, infiltrés, repérés, suivis, écoutés. On sait combien ils vont venir. On sait d'où ils vont venir et on sait ce qu'ils vont faire. Et on dit, on peut rien faire. Et non, et ça, les Français ne comprennent pas ça. Évidemment, ils ne comprennent pas. On fait une petite pause. Je vous passerai la parole, parce qu'on continue à débattre de ce sujet juste après la pause sur CNews et sur Europe 1. La loi anti-casseurs, le syndicat de police Alliance, dit qu'il y a urgence. Ils ont écrit une lettre au président de la République qu'il y a urgence à faire cette loi anti-casseurs. À tout de suite.